Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Alors j'ai l'honneur d'accueillir Olivier à Dubaï. Comment vas-tu? Salut. Ça va la forme? Bon, aujourd'hui on va parler de quoi? Ah, c'est toi qui dis. Arrête, c'est toi qui dis, moi je dis rien. Tu dis rien. Allez, vas-y, je te laisse parler. Bon, alors, c'est un truc marrant, c'est-à-dire, bon, nous tous les deux, on est spécialisés sur la liberté financière, mais sur des choses assez classiques. Bourse, immobilier, trading, mindset, etc. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un phénomène crypto-monnaie. Ouais. D'accord. Et la question que moi je voulais te poser, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui, c'est est-ce que ça vaut le coup d'investir sur les crypto-monnaies aujourd'hui? Allez, vas-y, lance-toi. Écoute, si tu veux gagner beaucoup de fric, Ouais. et si tu veux en perdre beaucoup, il faut aller sur les cryptos. Excellent. Donc, ce que je veux dire par là, Ouais. et je me suis fait allumer, j'ai fait une vidéo il y a 2 mois, 3 mois quand j'étais en Australie. Oui. J'ai dit que personne ne savait où ça allait. Et je suis toujours pareil, je suis dubitatif. C'est pour ça que je dis, tu veux gagner beaucoup, va sur les cryptos, tu veux perdre beaucoup, va sur les cryptos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'en sais strictement rien. C'est tellement spéculatif. Toi, tu as une expérience dans le domaine du trading avant de vraiment te spécialiser dans l'immobilier. Tu as vécu la bulle spéculative sur les valeurs technologiques comme moi. Absolument. Alors, est-ce que pour toi, il y a des points communs avec ce qui se passe aujourd'hui? Bon, oui, c'est évident, parce que quand tu as vu au mois de décembre 2017, tout le monde parlait du Bitcoin, mais vous avez vu, ça a été multiplié par, je ne sais plus combien, 11, 12, 13, on ne compte même plus. Je ne sais même plus. Et quand tout le monde en parlait, tout le monde disait il faut y aller, il faut y aller. Généralement, quand tout le monde vous dit ça, c'est le moment de se casser. Et moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu vas voir, le 18 décembre, je crois, c'est introduit sous forme de futur. Futur, c'est des produits dérivés. Tu vois, ta chaîne, ils connaissent. Bon, c'est des produits dérivés, c'est des produits aussi à fort effet de levier, avec donc qui sont très spéculatifs. Dès que vous avez du levier, c'est spéculatif. Et il y a donc ils sont introduits au CME. CME, c'est Chicago Mercantile Exchange. Ok. Donc ça lui donnait ses lettres de noblesse, c'était honorable. Et il y en a un qui m'a dit, tu vas voir, le jour où il rentre au CME, ça explose, on monte à 100 000, 200 000. Le jour où il est rentré au CME, ça plongeait. Ça s'est effondré. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, moi j'ai eu la même réflexion que je me suis faite. C'est qu'à l'époque, juste avant, tu as eu la Chine qui avait entre guillemets banni les exchanges. Et tu as eu une baisse au mois de septembre, une baisse de 40%. Et puis juste après, c'est reparti à la hausse, justement lié à cette annonce, qui est quand même énorme parce que ça permet de donner du crédit. Donner du crédit, tout simplement. Que ça existe vraiment, que ce n'est pas un produit farfelu. Voilà, ça lui donne du crédit. On a eu une hausse incroyable, plus de 100-200%, très rapidement. Non. Entre septembre. C'était le 18 décembre. Entre le moment de l'annonce et le moment où c'était effectif. Entre le mois de septembre et le mois de décembre, on a eu une hausse incroyable. Mais lors du lancement officiel sur ce marché, c'est un marché des futurs, c'est un marché spéculatif, c'est un marché également de couverture, ça institutionnalise, mais également dès que c'est rentré, ça n'a fait que baisser. Ça n'a fait que baisser, c'est-à-dire que le plus haut, si je me souviens bien, on a fait au 16 ou 17 décembre. Oui, voilà. Et ils ont été. On a atteint quasiment les 20 000. En dollars, oui. En dollars, et ils étaient. Et le CME, la cotation des CME, ça a commencé le 18 décembre. Et le 18 décembre, ça a commencé à plonger. Et on était donc. Moi, j'ai le prix en euros. Donc, on était à 17 000 euros. On a plongé jusqu'à 8 500 euros en 3 jours. D'accord. Donc, c'est pas resté à 8 500, c'est rebondi. Et après, ça a remonté et ça s'est recassé la gueule. On est retombé jusqu'à quand même 4 500. Où je voulais illustrer par rapport à l'interrogation que tu m'as fait sur les cryptos et par rapport aux valeurs technologiques, c'est que quand tout le monde te dit il faut y aller, c'est l'Eldorado et tout ça. C'est le moment où il faut être prudent de se barrer. Et tu connais l'adage boursier, acheter au son du violon et vendre au son du canon. Ou non, l'inverse, acheter au son du canon et vendre au son du violon. Ou acheter la rumeur et vendre la news. Oui, voilà. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a eu énormément d'engouement. D'ailleurs, les volumes records, je ne sais pas si tu as vu, mais c'était au mois de novembre, décembre. On a eu des volumes incroyable. Tu avais tous les médias qui disaient mais regardez, ça a pris encore 100% ce mois-ci et tout ça.
Donc pour toi, il y a des points communs avec la bulle technologique 2000. C'est même pas. Alors après, c'est même pas. Oui. Je vais finir. Oui. C'est même pas une histoire de finance. C'est juste une histoire de psychologie des masses. Et l'immobilier, c'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, quand on a atteint, on était dans les plus hauts en 2008, 2007, 2008. Moi, je disais, mais les mecs, ne rentrez pas, c'est débile. Mais t'as vu, ça monte, ça va continuer à monter. Tous les journaux le disent. Les journaux, c'est des journalistes. Tu crois qu'ils investissent, les journalistes? Et les journalistes, ils peuvent investir de la même manière que toi. Pourquoi? Parce que ils sont juste limités par leur pouvoir d'achat. Donc les prix ne peuvent pas monter au ciel. Tout simplement, restons sur l'immobilier, mais vous faites parallèle avec les cryptos, les actions et tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il faut un pouvoir d'achat. Et si vous n'avez pas ce fric pour emprunter, si le prix il est à 20 000 euros du mètre carré, et ben, lorsque vous avez, juste de faire une hypothèse, vous avez 100 000 personnes qui sont capables d'acheter du prix à 10 000 euros du mètre carré pour parler de Paris, vous en aurez 2 fois moins qui peuvent acheter, en tout cas beaucoup moins qui pourront acheter à 20 000 euros du mètre carré. Je veux dire, c'est purement mathématique. Bien sûr. Dire, la loi de l'offre et de la demande. Il y en a qui gagnent, mettons, 2 000 euros. Prenons le salaire moyen des Français qui est un peu plus élevé, mais mettons 2 000 euros. 2 000 euros, vous pouvez acheter, vous pouvez vous endetter à peu près à hauteur de 700 euros par mois, ce qui vous permet sur 20 ans d'emprunter à peu près 150 000 euros. Si les prix montent à 300 000 euros, jamais vous pourrez acheter. Bien sûr, bien sûr. S'il n'y a personne pour acheter, le marché se casse la gueule. Mais justement, et alors là, c'est là ce qui est intéressant, c'est que on peut bien évidemment faire un comparatif et il est évident. La psychologie des foules, la folie collective, l'irrationalité, les gens qui deviennent excités, d'ailleurs ils t'ont insulté, ils m'ont insulté, parce que justement, on est dans quelque chose, il n'y a aucune logique, aucune rationalité. La seule différence pour moi, c'est qu'en 2000, on était sur un marché plutôt institutionnel, c'est-à-dire des gens sérieux, des grosses banques, etc. Quand je dis gens sérieux, c'est des gens qui avaient des capitaux, on est bien d'accord. Parce que les particuliers sont également, je pense, plus sérieux que pas mal de grosses institutions. Mais là, on revient sur ce thème qui finalement est intéressant, c'est qu'en 2000, c'était derrière, il y avait des institutions. Les particuliers ont suivi, parce qu'on a beaucoup de particuliers qui ont investi en mars 2000, en février, en janvier. Je suppose que tu te rappelles des titres des journaux à l'époque. La vie financière, le revenu, c'était tous acheter Alcatel. Acheter Alcatel. Je t'en souviens. C'était 97 euros au max, c'est descendu à 2 euros. Incroyable, incroyable. De la folie furieuse. Et alors, autre point intéressant, c'est qu'à l'époque, il y a eu un rapport de la SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France, donc la Securities Exchange Commission, qui avait dit à l'époque 99% des analystes financiers, je dis bien 99%, étaient acheteurs. Ce qui est incroyable parce que ces analystes financiers sont parmi les plus brillants, les plus diplômés, les mieux payés de Wall Street. Les gars sont payés des centaines de milliers, voire des millions de dollars. Et 99% de ces analystes financiers, donc des gens entre guillemets intelligents, disaient la même chose, une connerie, acheter un truc qui allait ensuite s'effondrer. Moi, j'ai souvent dit, je dis aux gens, si vous voulez gagner en bourse, vous pouvez faire mieux que 80% des gestionnaires de fonds. Il suffit juste d'acheter un tracker. Si on parle du CAC 40, d'acheter le tracker CAC 40 ou le tracker SP500, le tracker de Jones. Et vous ferez mieux que 80% des gestionnaires de fonds. Voilà, et même 90%, un truc de fou. Quoi. 96%, j'ai les chiffres. 96%. Mais les mecs, ils me rionnaient quand je leur dis ça. Ils me rionnaient. Mais en réalité, bon, eux, ils ont des contraintes, mais je vais dire un truc, peut-être la communauté financière le sait, mais risque de m'étrangler, mais je vais le dire quand même. C'est basé tout sur du bullshit. Tout sur du bullshit. Ça peut vous sembler con, fou, ce que je vais vous dire, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si ce système de recommandation n'existe plus, parce qu'en réalité, vous payez des recommandations lorsque vous achetez un fonds, le gestionnaire de fonds, lui, a fait des choix sur certaines actions, il dit celle-ci, j'estime qu'elles vont monter pour X raisons. Mais si on se rend compte que, donc ce ne sont que des recommandations, j'essaye de suivre mon fil, ça veut dire que si vous achetez que du tracker et vous dites ok, je suis le tracker, ça veut dire que tous ces gens-là, ils n'existent plus. Bien sûr. Tous les fonds, ils n'existent plus. Toute une industrie financière disparaît. Ils vous prennent au minimum 2% de frais de gestion sur les fonds comme minimum, parce que tu peux atteindre les 4,5%. Oui, avec des frais de performance. Bon, enfin bref. Tu peux monter sur des choses assez importantes. Et tout ça, et même tous les journaux, en fin de compte, ils n'existent que parce que c'est un grand casino. Bien sûr. Ce n'est qu'un grand casino. Et ça, faut en être alors, moi, je vais
ça te dérange pas? Je te corrige légèrement. Bon, pour moi, la bourse a quand même une utilité. Attends. Moi j'ai raison, hein. Toi t'as pas raison, moi j'ai raison. Mais excellent. Donc la bourse. Écoutez pas. Bon, la bourse a une utilité, on est bien d'accord. C'est-à-dire que derrière, tu as des Apple, des Google, des Facebook. C'est-à-dire que la bourse a une utilité. Parce que la seule critique qui, pour moi, est valable, c'est de dire la bourse, ça ne sert à rien finalement. C'est un casino, ça ne sert à rien. Parce que c'est une critique quand même qui revient souvent. C'est un casino à condition que tu essayes de découvrir quel va être le grand gagnant de demain. Voilà. C'est en ça que je dis que c'est un grand casino. Bien sûr. Après, vous pouvez investir dans des entreprises, vous dites, moi je crois à cette entreprise, je veux investir et accompagner sa croissance. Vous accompagnez sa croissance au moment de l'introduction, vous achetez des parts. Ceux qui achètent en cours de route et qui vendent en cours de route, c'est que de la spéculation, il ne faut pas se leurrer. Mais ça ne profite pas à l'entreprise. Mais bon, ok, ils ont des titres, on les cède. Mais tu as raison de dire que justement la grande majorité des gérants de portefeuille ne font pas mieux que le marché, sont incapables de battre le marché. La grande majorité finalement sont incompétents, c'est-à-dire qu'ils sont payés finalement pour faire moins bien que le marché, donc on va les payer cher pour avoir un truc qui est moins bien que le marché. Et à partir de là, nous, notre objectif, c'est justement de se dire, ok, il y a une industrie, il y a un business qui est énorme autour de la finance, au lieu justement d'en faire profiter des gens qui sont incompétents. Mon but, c'est de m'éduquer, c'est d'apprendre comment investir. Tu peux le faire par un biais de tracker et c'est génial. Tu peux faire et développer des stratégies plus sophistiquées, ce sera encore mieux, mais tu peux le faire toi-même, tu peux être autonome, gagner de l'argent et en même temps éviter finalement de payer grassement des gens qui ne vont pas t'apporter grand-chose. Et même si je peux vous donner 2-3 conseils, premièrement, je vous donne déjà le premier. Si vous voulez juste investir simplement en bourse, acheter du tracker, l'ETF, appelez ça comme vous voulez. Si vous voulez CAC 40, achetez le CAC 40, encore une fois, les indices américains, ce que vous voulez. Ça, c'est une chose. Si votre banque vous propose des fonds communs de placement, vous vous cassez au courant. Vous vous cassez au courant. Et vous n'achetez, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, mais vous n'achetez jamais un fonds commun de placement de votre banque. Si vous êtes, je ne vais pas donner de nom, sinon je vais le faire descendre. Il vaut mieux pas. La banque BBBBCA, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec un CL à la fin, comme je balaye. Si on vous propose d'acheter leur fonds commun de placement, ne le faites pas. Vous aurez beaucoup moins de performance et je vais vous dire pourquoi. Parce que le gestionnaire de fonds est payé aussi, en partie, son salaire est payé à la performance. Et donc, il n'a pas intérêt à perdre de l'argent. Il a intérêt à faire des frais de gestion pour que le fonds rapporte, c'est-à-dire que ça paye la banque. Et lui, il n'a pas intérêt à prendre de risques. Et donc, s'il ne prend pas de risques, il aura un bonus qui sera un peu plus intéressant. S'il a des performances, il sera quand même aussi plus intéressant. Mais si le fonds il baisse, il n'aura pas de bonus. Et donc, les mecs, je suis désolé de le dire, mais il y en a beaucoup qui serrent les fesses et ils ne veulent pas prendre de risques. Et comme c'est pas leur fric, ils en ont rien à cirer. Donc ils la jouent pépère et ils avancent. Je vous donne un exemple qui est arrivé il y a quelques mois avec ma fille. Alors c'était sur un investissement immobilier. La banque qui disait ok, mais il faudrait que vous me placiez 20 000 € sur ce fonds, machin. Ok, je vous passe les détails de l'opération immobilière, mais au bout de 2 ans, c'était sur un fonds action. La bourse, elle n'a pas arrêté de monter. Là, on est en mars 2018. Si vous avez suivi les marchés depuis 2009, ça n'arrête pas de monter. Le fonds, il a perdu du fric. C'est fou. Il a perdu 80 €. C'était ridicule. Attends, mais c'est débile. J'ai énormément d'étudiants qui ont rejoint d'ailleurs le programme TKLFA et ils me disaient ça fait 10 ans. 10 ans. J'ai de l'argent en banque. Alors 10 ans, c'est-à-dire on est en 2009. Et j'ai rien gagné. Et ils me disent là, je commence à comprendre pourquoi j'ai rien gagné. En fait, c'est les commissions, c'est la mauvaise performance et finalement, il vaut mieux, je pense que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la bourse ou de n'importe quel autre domaine, se former, apprendre, s'éduquer. Moi, je dis toujours, tu sais, dans mes vidéos, tu vas suivre, bon, ceux qui regardent, j'espère qu'ils suivent aussi. Bon, il y a la chaîne Olivier Seban sur l'immobilier qui est géniale. Mais il y a celle de Tammy aussi, elle est pas mal. Excellent. Elle est pas mal ou elle est géniale? Allez. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire là. Attends. Vas-y, tu me disais que par rapport à l'éducation, etc. Oui, mais moi je dis souvent dans mes vidéos, mais apprenez à investir avant d'investir. Mais c'est la base du truc. Bien sûr. Le problème, c'est que ce soit en bourse, sur la chaîne de Tammy, ou sur l'immobilier, sur la chaîne de moi, prenons la bourse immobilière, personne ne vous oblige à apprendre
avant de faire. Bien sûr. Personne ne vous oblige. Si bien qu'il y a des mecs qui investissent en bourse ou les cryptos, on en a parlé tout à l'heure. Et on va y revenir. Et ils perdent leur pognon. Tout simplement parce qu'on leur dit, oui, vas-y, tu vas voir, ça marche et tout. Moi, j'ai un élève à moi, il a acheté du Bitcoin, il s'est acheté une Ferrari. Donc, bien sûr, ça fait rêver. Il l'a acheté, la Ferrari. Je suis monté dedans, j'étais avec lui. Donc, il s'est acheté une Ferrari et il a acheté un appartement à Marbella. Donc, je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas, mais combien il y en a, Il y a beaucoup de candidats et un élu. Donc, ça soit pour la bourse. Attends, je vais terminer. Sur la bourse, que ce soit sur la bourse, sur l'immobilier, personne ne vous oblige à apprendre avant de mettre votre pognon. Et en réalité, c'est ce que je dis toujours, c'est un peu comme au poker. Si vous n'apprenez pas, vous payez pour voir. Mais vous voyez après, c'est-à-dire vous mettez d'abord votre pognon et après, vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas. Faites le contraire, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Non, c'est clair. En fait, moi, le parallèle avec la bulle des valeurs technologiques, donc, on l'a fait ensemble et je pense qu'il est tout à fait logique. Maintenant, les différences, parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, tu avais des instituts. Aujourd'hui, c'est des particuliers. C'est des particuliers qui ont fait monter. On a les réseaux sociaux, on a des phénomènes de masse, on a des phénomènes d'influence. Et ce qui est intéressant, c'est que les institutionnels, JP Morgan, moi-même, à un certain moment, je disais c'est un peu trop, c'est malsain ce qui se passe. Et c'est malsain. Mais on a eu des institutionnels qui ont craché sur les cryptos, qui ont critiqué. Jamie Dimon qui a dit c'est une pure escroquerie. Warren Buffett, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, qui a dit c'est une bulle, c'est bâti sur rien, sur du vent. Donc on a des gens quand même super sérieux qui ont dit que c'était moyen. Et il y a certaines de ces personnes qui aujourd'hui commencent à dire c'est intéressant. Et alors moi, ce qui m'intéresse, parce que moi, encore une fois, je m'intéresse finalement à l'histoire. Parce que pour moi, c'est fascinant ce qui se passe. On vit un moment historique. C'est est-ce que finalement les crypto-monnaies, on est au début d'une bulle de fou parce que ça vaut aujourd'hui quelque chose comme 600 milliards, l'or c'est 3000 milliards, mais quand tu prends les gros marchés, c'est des milliers de milliards de dollars, c'est-à-dire que les cryptos c'est rien du tout. Et le truc, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement on est au début d'un truc énorme ou est-ce qu'on est au début de finalement d'une grande mascarade et que ça va s'effondrer? Et c'est ça la question. Bien évidemment, je ne vais pas vous dire que j'ai une réponse, ce serait présomptueux de ma part. Moi, encore une fois, ça m'intéresse. Je suis passionné par ça. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire. Je pense qu'il y a également énormément d'arnaques. Donc, il va falloir être super prudent, super vigilant. Maintenant, ce n'est pas un marché pour les amateurs. C'est-à-dire que moi-même, je ne sais pas, est-ce que tu as des étudiants? Alors, j'ai des étudiants qui ont cartonné sur le Bitcoin. J'ai des étudiants qui ont acheté le Bitcoin quand ça valait 17 000, 18 000. J'en ai. Très bien. Et ces personnes, bon, moi, le gars, il a rejoint ma formation récemment. Il a dit, punaise, je t'ai pas connu avant. Mais il a acheté à 17 000 et il y en a beaucoup qui ont acheté sur les plus hauts. Et là, maintenant, on voit bien que c'est plus un marché pour les amateurs. Ils ont été menés par leurs émotions, leur cupidité. Moi, j'ai fait, je t'ai dit, des vidéos, tu as vu. Oui, bien sûr. J'en ai fait une. Là, au moment où je vous parle, elle a été vue 150 000 fois. Je me suis fait insulter dans tous les sens. Et d'ailleurs, tu m'avais écrit, tu m'avais dit, ouais, les salauds, ils m'insultent. Et moi, j'ai rigolé parce que je me suis dit, mais c'est normal. Et où je dis qu'en réalité, c'est un marché qui est mené uniquement par les émotions, par les médias qui vous bullshit, qui vous disent regardez ci, regardez ça. C'est pas que les médias bullshit, mais ils ne faisaient que reporter. Voilà, ils faisaient que reporter ce qui se passait. Et donc, ça entretenait l'imaginaire. Et les gens se disaient, mais attends, le mec il a mis 1000, il se retrouve avec 17 000. Bien sûr. Merde, moi aussi je veux ma part du gâteau. Et les mecs, ils ont voulu y croire, on dit ok, j'achète à 15, 16, 17, et ça va monter. Et ben, ça peut pas monter. J'ai pas dit que ça va pas remonter à un moment, mais. Parce que là, ça remonte. Là, ça remonte, on parle du mois de mars, ça remonte. Alors, on n'est pas encore au niveau précédent. On a voilà, ça stagne, ça se stabilise. On a des cryptos qui sont déjà autour des précédents points hauts. On a des cryptos qui commencent lentement parce que, par exemple, le Bitcoin était à 6 000 $, puisque moi je le suis en dollars. Aujourd'hui, on est aux alentours des 11 000. On a doublé de valeur. Moi, je suis en euros. Il est descendu à 4 500, au plus bas 4 600, je ne sais plus exactement. Et on se balade aux alentours de 8 500, quelque chose comme ça. Donc, ça reste quand même, en termes de performance, quelque chose de dingue. Maintenant, on est bien d'accord qu'on est sur un marché technique. Sur un marché où il va falloir avoir les nerfs solides, être psychologiquement costaud,
Et puis bien évidemment avoir de... C'est avoir une stratégie et puis pas en sortir. Voilà. Si tu sors de ta stratégie, tu sais plus où tu es décimé. Donc il faut dessiner une stratégie, de dire ok, je fais ci, je fais ça d'une manière très mécanique, ne pas regarder ce qui se passe, et puis prier, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Prier, mais... Ouais, mais il y a un peu de ça. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mode d'espoir. Oui, non, je suis d'accord. Mais l'idée, elle est là. Vas-y, développe. Ouais. Aujourd'hui, ne vous faites pas d'illusions. Ouais. Hein. Comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, investissez sur les cryptos. Si vous voulez tout perdre, investissez sur les cryptos. Ouais, c'est excellent. Parce qu'on ne sait pas, je vous assure. Bonne punchline. On ne sait pas. Moi, je suis plus dans le trading. J'ai été dans les années 2000 à 2005, j'ai écrit un bouquin sur le trading comme Tammy et tout ça pour aller voir sur Amazon. C'est pas pour vous le vendre, c'est juste pour vous dire que j'ai tu connais un background, je connais un petit peu le domaine. Mais bon, c'est pas facile, que ça soit pour vous, pour nous. Bien sûr. Parce qu'on est des êtres humains comme vous, on subit les marchés parce que nous ne faisons pas les marchés. On a des petites idées, parce qu'on a un peu d'expérience, mais même si on a une idée, si ça doit se casser la gueule, ça se cassera la gueule et on ne demandera ni la permission à moi, ni à Tammy. À personne ne demandera la permission. Donc, non, il faut. Moi, mon avis sur ça, c'est que c'est intéressant. C'est qu'il faut effectivement ne pas le négliger parce que, bon, on a eu quand même des progressions de malades, qu'il y a quand même, sur un plan technologique, une vraie innovation, c'est-à-dire que bien évidemment il y a tout le bullshit etc qu'il y a derrière, il y a toute l'explosion, mais derrière il y a quand même une révolution économique, c'est-à-dire que là on parle de blockchain, on parle effectivement de changer radicalement l'économie, on parle de changer la manière effectivement de payer, de recevoir des paiements, d'effectuer des virements. Par exemple, nous on est dans des pays entre guillemets développés, riches. Mais dans les pays en voie de développement où il n'y a pas de banque, où quand tu fais un virement, ça coûte des fortunes, cette technologie, elle peut changer la donne, elle peut vraiment apporter énormément. Donc il y a quelque chose qui est sur un plan technologique extrêmement intéressant. Maintenant, est-ce que les marchés financiers ont surréagi? Est-ce qu'on est au début de quelque chose d'explosif? Est-ce qu'il va falloir être beaucoup plus sélectif? Je pense que ce sont de très bonnes questions. Est-ce que j'ai les réponses? Non. Olivier, je suppose que toi non plus. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser. Et ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. L'autre point, Olivier, sur lequel j'ai envie de te poser une question et que tu réagisses, c'est finalement, est-ce que pour toi, c'est incompatible avec investir dans l'immobilier, investir dans la bourse, d'investir dans la crypto? Non, absolument pas. Mais il ne faut pas y mettre il faut pas tout y mettre. Je veux dire, par exemple, donner un exemple. Oui. Moi, je suis en train de faire une expérience, j'ai lancé une formation, elle est fermée la formation, je ne cherche pas à vous la vendre, donc c'était il y a 2 mois, et j'ai dit, ok, je vais vous apprendre à utiliser l'immobilier et les cryptos, mélanger les deux. Et ce que j'ai dit, et ce que j'aime bien faire, que ça soit dans l'immobilier, parce que là encore, il y a beaucoup de monde qui fait des vidéos sur l'immobilier, mais qui disent j'investis dans l'immobilier, mais on n'a jamais vu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est je montre ce que j'achète, comment j'exploite, et j'apprends aux gens. Tu fais des études de cas, non mais c'est génial. Je leur montre ce que je fais pour leur apprendre ce que je fais et comment faire les choses. Et donc j'ai fait la même chose avec cette expérience sur les cryptos. J'ai dit ok, toutes les personnes les 50 premiers qui s'inscriraient à ma formation, j'ai un portefeuille, j'ai mis 10 000 euros et ces 10 000 euros, à la fin de l'année, je vais partager tous les gains avec les participants. Donc on verra ce que ça a gagné. C'est intéressant, c'est-à-dire, je fais réellement ce que je dis. C'est-à-dire, alors qu'il y en a beaucoup tellement, enfin, tu sais bien, dans le milieu de la bourse, qui bullshit dans tous les sens. Et dans l'immobilier, dans machin et tout. Ok. Donc, moi, c'est ce que je fais. Maintenant, oui, mon sentiment sur les cryptos, c'est que je pense qu'on en est au début. Oui. Donc, c'était la question, comment se diversifier, quoi, bourse, immobilier, crypto. Est-ce que ça vaut le coup, bien évidemment, d'investir également en parallèle? Je pense qu'il faut en mettre parce que on en est qu'au début, tu l'as un peu évoqué, est-ce que c'est une méga bulle ou c'est vraiment un truc qui va s'écrouler? On n'en sait rien, mais je pense qu'on en est au début. Après, le marché doit se stabiliser, doit devenir un peu plus mature, que ça soit, institutionnalisé, régulé, ça aussi c'est important. Bien sûr. Et après les choses vont se mettre en place. Maintenant, investissez investir beaucoup, c'est pas bien. Alors pourcentage. Pour toi, quel pourcentage de ton portefeuille? Je vais pas répondre comme ça. Quand je faisais des formations sur la bourse,
et notamment tu vois sur les contrats futurs, moi je faisais du trading sur les futurs, je disais aux gens, voilà, si vous avez beaucoup d'argent, ne misez pas beaucoup. Mais si vous n'avez pas beaucoup, misez beaucoup. Misez beaucoup, d'accord. Okay. Exemple, c'est-à-dire que vous n'avez que 2000 €, allez-y, avec 2000 €, prenez beaucoup de risques. Pourquoi? Parce que si vous les perdez, eh bien, ça ne changera pas votre vie. Ça va vous énerver, ça va vous faire chier, c'est certain, mais ça ne changera pas votre vie parce que vous les récupérez. Mais si vous avez 200 000 € et que vous mettez tout sur un produit, vous investissez tout sur des produits à risque comme les cryptos ou les futurs, vous êtes inconscient, c'est de l'inconscience. Là, 200 000 balles, ça risque de changer votre vie et pas dans le bon sens. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Maintenant, moi, ce que je dis, alors bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est de dire, ok, commencez à investir dans l'immobilier parce que l'immobilier, on peut investir avec zéro. Ayez un peu d'épargne. Voilà, la stratégie globale, ça serait ça. De dire, ok, vous avez un peu d'épargne, 10 000 €, vous êtes tenté par les marchés financiers, que ce soit de la bourse ou des cryptos. Vous avez 10 000 €, vous allez voir votre banquier, monsieur le banquier, tu vois, j'ai un peu d'épargne, prête-moi de l'argent pour acheter un appartement, mettons, qui coûte 100 000 €. Ok. Vous n'avez pas besoin, votre banquier, il voit que vous avez un peu d'épargne, vous allez lui dire, non, non, moi je veux que tu me prêtes la totale, même les frais de notaire, etc. Donc vous allez pouvoir investir avec zéro. Ça, c'est le premier truc. Deuxième chose, après, vos 10 000 €, investissez-les sur les marchés financiers. Oui, pourquoi pas? Investissez-les sur les marchés financiers. Et si vous sortez de la plus-value au bout de 5, 6, 7 ans, j'en sais rien, bah, prenez cette plus-value et remboursez votre appartement plus rapidement. Ça, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise stratégie. Mais j'aurais tendance à dire, investissez. Alors bien sûr, là, on va être en compète. Oui, non, mais bon, c'est moi qui ai raison, hein, c'est pas lui. Hein. Donc, investissez d'abord dans l'immobilier et après, faites des marchés financiers. Moi, je pense que ceux qui disent ils ont raison, faut s'en méfier. Hein. Mais c'est mon point de vue. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais tu vois ce que je veux dire aussi. Hein. Les analystes financiers qui disent on a raison, ils se plantent. Non, donc, mais bon, on rigole. On plaisante, vous avez bien compris. Mais j'ai raison quand même. Mais faites-le dans ce sens-là. Utilisez les marchés financiers pour générer de la plus-value et rembourser un appartement qui, lui, soit vous allez y loger, soit vous allez récolter des loyers. Vous pouvez imaginer plein de choses. Alors, ça, c'est une stratégie. Mais après, de dire combien, machin, tu veux, moi, par exemple, si je prends mon cas, moi, je dois être investi à 70% dans l'immobilier et 30% sur les marchés financiers. D'accord, voilà. Ce qui est bien. Bon, après, ça dépend de sa sensibilité, mais ça dépend aussi d'une chose, ça dépend aussi de votre âge. Pourquoi? Parce que plus vous avancez en âge, moi j'ai 57 ans, j'aurai 58 dans quelques jours, plus vous avancez en âge, plus vous avez besoin de consolider vos revenus. La problématique, c'est sur les marchés financiers, vous ne consolidez pas vos revenus. L'immobilier, vous consolidez vos revenus parce que vous percevez des loyers. Donc, ça va dépendre. Regarde, moi je vais parler de ma fille. Non, enfin, c'est pas un bon exemple. Ma fille, je la pousse quand même beaucoup à investir dans l'immobilier. Mes filles, et elles sont moins investies en bourse. Mais je dis, mais vas-y, je sais que la plus jeune, là, elle m'a dit, regarde, j'ai plein de fric sur mon compte, j'ai plein d'épargne. J'ai dit, mais investis en bourse, ma fille, chérie, parce que tu as trop d'argent sur ton compte, tu as l'immobilier d'une part, mais on est capable d'emprunter la totale. Investis en bourse. Alors, soit dit en passant, nous sommes en mars 2018, pardon. Moi, on en parlait tout à l'heure, j'ai soldé toutes mes positions la semaine dernière. J'ai tout soldé la semaine dernière. Fonds commun de placement, actions, machin et tout. Je pense qu'on est monté depuis 2009. Il va falloir respirer un peu. On ne peut pas continuer à monter comme ça. J'ai pas dit que j'avais raison, peut-être je me plante. Bien sûr. En tout cas, mais tu as réalisé une belle plus-value. Alors, belle intervention d'Olivier, on peut l'applaudir. On l'applaudit. Non, c'est génial. Alors moi, je mets pas comme toi. Alors quand tu parles marché financier, parce que j'ai l'impression que tu mets tout dans le même sac. Crypto, c'est crypto. Crypto, c'est vraiment un truc à part. C'est un truc à part. C'est pas la bourse. Voilà. Premièrement. Je mettrais, excuse-moi, je t'interromps. S'il fallait fallait différencier, oui, les marchés actions. Et de l'autre côté, je mettrais le forex et les cryptos. Voilà, qui est le même bordel. Oui, le forex, je dirais que c'est moins dangereux. Il y a beaucoup d'effets de levier, c'est ça le problème. Il y a beaucoup, mais tu peux ne pas l'utiliser. Ou dans une optique, diversification, c'est-à-dire, tu ne sais pas si l'euro va exploser à la hausse ou le dollar. Tu peux également. Bon, il y a plus d'autres stratégies. On ne prendra pas, on multipliera pas par 15, par 20 comme le Bitcoin. Non. Tu vas évoluer à 30%, 100%, mais c'est dans un cas extrême. Au pire, si tu as
une crise ou tu as une inflation. Et là, bien évidemment, avoir une autre monnaie ou être diversifié sur plusieurs devises, ça peut être intéressant. Mais ça, c'est autre chose, c'est un autre domaine, je pense. Non, là, c'est intéressant parce que justement, alors moi, mon avis par rapport à tout ça, c'est que ce n'est pas une compétition entre immobilier et bourse, parce que je pense que les deux sont intéressants. En fait, que ça répond à une personnalité. Il y a des personnes pour qui la bourse, c'est parfait. Il y a d'autres personnes pour qui l'immobilier, c'est génial. Après avoir les deux, c'est top. Ensuite, par rapport à l'âge, tu as totalement raison. On est d'accord. C'est que, bien évidemment, quand on est jeune, il faut investir un maximum sur les marchés boursiers. Parce que le temps rattrapera vos erreurs. Voilà, mais également sur l'immobilier. Oui. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est quand même dans une phase assez particulière. On va vivre de plus en plus longtemps. Qu'une personne qui a 50 piges, 60 piges, elle peut vivre jusqu'à 90 ans, 100 ans facilement. Et qu'à partir de là, tu vois, il ne faut pas avoir ce raisonnement court terme, même par rapport à la bourse, et se dire, ok, je peux tenir 10 ans, 20 ans, puis il y aura des gros problèmes par rapport aux retraites, et que la bourse, ça reste quand même super passif. Pour quelqu'un qui ne veut pas se casser la tête par rapport à l'immobilier, etc., ça reste super passif. Maintenant, voilà. Moi, pour moi… Alors là, attends, l'immobilier, je vais défendre ma parole. Oui, bien sûr, bien sûr. L'immobilier, ça reste relativement passif. J'ai pas dit que c'était pas passif. Tu peux pas acheter tous les jours. C'est moins passif que la bourse. Tu peux pas acheter tous les jours. Oui. Ah non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu peux pas acheter tous les jours. Oui. C'est-à-dire que tu as une certaine capacité d'endettement. Oui. Même si tu achètes 3 appartements par an et tu le fais pendant 3 ans, allez, tu as 9, 10 appartements, à un moment tu vas t'arrêter. Donc tu vas acheter pendant 3 ans, 4 ans, et puis après ça va continuer pendant 15 ans, 20 ans. Tu vas toucher tes loyers, donc tu vas pas agir. Non, quand je parle de passivité, c'est le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire que l'immobilier, tu dois repérer, tu dois trouver un bien, tu dois ensuite faire les démarches, crédit, etc. Tu dois ensuite le louer. Ça dure un mois. Il y a un peu de boulot. Mais ça ne veut pas dire. Ça veut pas dire que. En bourse, attends. Tu achètes, tu fermes les yeux. Vous allez voir que j'ai raison là. Vas-y. En bourse, il faut que tu fasses au moins tes analyses de marché. Non. Tu fais rien. Si tu investis de matière passive. Ah non, si tu achètes un tracker et t'attends, bon ok. Tu fais rien, on est bien d'accord. Là, tu passes ton ordre. Après, il y a la bourse et c'est là où on rejoint une activité qui est un peu moins passive. C'est effectivement quand tu fais du swing trading, du day trading, où là tu dois faire tes analyses, etc. Et je suis totalement d'accord avec toi. Mais les performances sont plus importantes, les risques sont également plus importants. Mais je dirais la grosse différence entre la bourse et l'immobilier, c'est pas pour ça que c'est pas complémentaire. Au contraire, c'est que l'immobilier, vous pouvez investir avec zéro. Ça, c'est le gros avantage. La bourse, vous êtes obligé de mettre votre argent. D'épargner, de placer leur argent. Ça, tout à fait. C'est peut-être aussi… Psychologiquement, c'est ça qui pose plus de problèmes. Parce qu'il est clair que quand vous achetez un appartement, vous le mettez en location, ou même votre résidence principale, ça n'a aucune importance. Allez, on va parler plutôt d'investissement, donc de locatif. Vous pouvez investir demander la totalité à la banque. Venez sur ma formation, je me fais un peu de pub. Je vous apprendrai comment ne pas sortir un centime, même pour les frais de notaire. Et donc, vous mettez quelqu'un dedans. Après, il faut résoudre une équation, il faut que le loyer paye au moins le crédit. Au moins le crédit. L'idéal étant que ça paye plus, ça aussi c'est… Que tu génères un cash flow positif. C'est ce que j'apprends aux gens. Mais ça c'est le gros avantage. Mais c'est ça aussi qui vous permet, je dirais, d'avoir une assise et après d'aller sur des marchés qui sont un peu plus spéculatifs comme la bourse. Parce que la bourse c'est de la spéculation, il ne faut pas se leurrer. Que vous investissiez pour 6 mois, pour 1 an ou pour 10 ans, votre espoir c'est de gagner de l'argent. Vous allez me dire l'immobilier c'est pareil. Oui, enfin pas complètement, c'est-à-dire on ne cherche pas obligatoirement une plus-value, mais au moins avoir du revenu. L'immobilier, enfin la bourse, c'est un peu plus difficile d'avoir du revenu récurrent parce que ça dépend du dividende, s'il y en a ou s'il n'y en a pas, et les résultats, quand il y en a, ça dépend aussi du résultat de l'entreprise. Donc généralement, en bourse en tout cas, moi j'ai jamais misé sur les dividendes, jamais. J'ai visé la performance. Personnellement, ça n'a jamais été ma stratégie, tout à fait. Mais voilà, encore une fois, la question, la vraie question, c'est qu'est-ce qui colle à votre personnalité? Pour moi, c'est ça la vraie question. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu peux parler des avantages, des inconvénients. Je pense que le plus important, c'est d'apprendre à se connaître avant de parler bourse, avant de parler d'immobilier, avant même de parler de business, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent de business. Si vous êtes joueur, allez en bourse. Si vous sentez une âme. Moi, je suis. Alors, Olivier, moi, je suis désolé de te contredire. Je peux te contredire. Non, t'as pas le droit. Je t'apprécie. Ne me contredis pas. Il y a des mecs qui me regardent là. Tu ne me contredis pas. Ok, mais je vais te contredire quand même. Je vais te contredire quand même. Non, pour moi, c'est pas spéculatif. Si tu prends, alors bien évidemment, tout dépend de ta stratégie.
si tu prends une stratégie passive, si tu prends les historiques sur 2 siècles, si tu vois l'évolution de la bourse, bien évidemment que tu as eu des cracks boursiers, tu as eu des phases de range, mais l'investissement qui, sur le long terme, a le mieux performé sont les actions. Oui, parce que c'est la progression de la planète, c'est la progression de l'économie mondiale. L'immobilier n'a pas progressé, et il y a plusieurs études, certaines qui te disent ça a progressé, d'autres, mais tu n'as pas un historique aussi long. Par contre, sur l'immobilier, ce qui est intéressant, c'est que… Je suis pas d'accord. Non, mais encore une fois, je parle de travaux de recherche. Hein, mais il y a des travaux qui sont quand même Schiller, qui est un prix Nobel d'économie, il a effectué un travail sur les prix de l'immobilier. Il a pris un bien aux Pays-Bas sur 2 siècles et ce prix n'a pas évolué avec les prix actuels. Avec l'inflation et tout ça. Ouais, il a évolué avec l'inflation. Mais il rapporte beaucoup plus de revenus qu'une action. Mais par contre, voilà, c'est là où, moi, encore une fois, c'est 2 logiques différentes. C'est-à-dire que la bourse, en fait, ça va vous permettre de développer un patrimoine, c'est-à-dire de passer de 1000 à 10 000 ou 20 000 ou 30 000, donc de multiplier sur 20 ans, 30 ans grâce à ce que l'on appelle des rendements composés, ce qu'a fait Warren Buffett. Chaque année, il n'a pas fait 1000%, chaque année Warren Buffett, il a fait seulement 25%. Sauf qu'aujourd'hui… Seulement Non, mais c'est énorme. C'est énorme, mais c'est-à-dire beaucoup de petits jeunes aujourd'hui veulent faire 1000% ou 2000%, mais Warren Buffett, il a fait que 25%. Et il est devenu l'un des hommes les plus riches au monde grâce à la bourse. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est cette notion de rendement composé, c'est le fait de finalement d'avoir un placement qui n'est pas forcément hyper risqué si tu sais comment faire et générer des performances et avoir un patrimoine à la fin. La bourse ne sera pas risquée à partir du moment, j'aurais tendance à dire que moins vous vous en occupez, moins c'est risqué. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder. C'est-à-dire, ok, vous dites, ok, je pars, je vais investir en bourse, tracker, donc on est d'accord. Donc on est d'accord. J'ai raison, mais bon, si tu veux, on va lui dire qu'il est d'accord avec lui-même, on s'en fout, hein, c'est moi qui ai raison, vous avez compris. Mais bon, le truc, c'est de dire, ne regardez pas. La problématique de la bourse, c'est que plus vous regardez, plus vous êtes tenté d'acheter ou de vendre. Parce que, ah merde, ça se casse la gueule, ça a perdu 10%, mais on oublie que ça a pris 50% avant, ou des trucs comme ça. Ouais. Le gros avantage de l'immobilier, c'est que le temps des transactions vous génère une certaine inertie qui vous empêche de faire des bêtises. Voilà, vous empêche de faire des bêtises. En bourse, vous pouvez cliquer sur le bouton, alors que très facilement, vous pouvez vendre en 30 secondes, en 10 secondes, alors qu'en bourse, en immobilier, ça vaut 2 mois, 3 mois. Même si c'est l'avantage du désavantage. Même si dans les deux cas de figure. Les deux sont risqués. C'est-à-dire que si tu n'as pas un certain recul, parce que dans l'immobilier, tu as des histoires d'horreur, et en bourse, tu as des histoires d'horreur. C'est-à-dire qu'en fait, si… Ça, c'est toujours la même chose. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Apprenez à investir avant d'investir. Tout à fait. Il y a plein de gens qui font n'importe quoi et qui, parce qu'ils ne savent pas, ils ne maîtrisent pas tout ça. Est-ce que tu as un mot de la fin, Olivier? Parce que là, on a vraiment, je pense que c'était génial comme vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin? Mot de la fin, écoutez pas ce qu'il raconte, il n'y a que moi qui ai raison. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, investissez d'abord dans l'immobilier et après en bourse. Troisième truc, les bitcoins, les crypto-monnaies, puisqu'on a démarré là-dessus. Bon, je rigole, hein, vous avez compris. Mais les cryptos, puisqu'on avait démarré là-dessus. Je vais m'énerver. C'est une réalité, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même j'ai dit sous forme d'une boutade, vous voulez gagner beaucoup, investissez dans les cryptos. Vous voulez tout perdre, investissez dans les cryptos. C'est une boutade, mais c'est une réalité. Ne croyez pas que je sais, ou Tammy sait, où ça va partir. On n'en sait rien. Strictement rien. Et on s'en fiche. Mais il y a un conseil que je ne vous ai pas donné tout à l'heure à propos des cryptos. Les cryptos, ce qu'il y a derrière, notamment le bitcoin, c'est la blockchain. C'est une technologie, c'est du logiciel, ok. Mais il y a une autre manière d'investir sur les cryptos qui mélange la bourse, vous allez comprendre. Pas d'ETF. Non, tu vas voir. Vas-y, dis-moi. C'est d'investir sur des entreprises, sur des actions qui utilisent ou qui vont utiliser la blockchain. Notamment, il y a Seagate, a priori, qui a un programme là-dessus, les disques durs. Il y a, comment ça s'appelle, De Beers sur les diamants. Ils veulent tracer les diamants de cette façon. Donc ça peut être une façon d'investir sur je dirais les effets secondaires du Bitcoin qui sont la blockchain. Bien sûr. Alors le seul bémol par rapport à tout ça, c'est qu'il y a énormément aujourd'hui d'entreprises, même Société Générale aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu Daniel Bouton, le PDG. Non, pas Daniel Bouton. Le nouveau PDG, il s'appelle comment? J'ai oublié son nom. Je vois aussi. Récemment, il est intervenu, il a dit la chose suivante, il a dit on est à fond sur la blockchain. Et en fait, aujourd'hui, ça va devenir un phénomène de mode. C'est-à-dire que tout le monde va être sur la blockchain. Donc,
Le seul bémol par rapport à tout ça, c'est que tu vas avoir tout le monde. C'est comme, je sais pas, mais ça devient un phénomène de mode. Oui, mais ça va le devenir. C'est peut-être parce que c'est un phénomène de mode qu'il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'après, ça va se banaliser et ça va être la même chose pour tout le monde. Le PDG, c'est Frédéric Oudéa. Désolé. Ouais, c'est Oudéa, voilà. Ouais. Et donc, c'est peut-être parce que c'est un phénomène de mode que ça va générer un mouvement spéculatif. Bien sûr. Et après, une fois que ça sera stabilisé, ça sera normal pour tout le monde, ça va être complètement banalisé, donc on n'en parlera plus. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous prenez des voitures autonomes qui n'existent pas aujourd'hui, mais c'est les prémices. Moi, lui, il roule en Panamera, vous l'avez déjà vu, moi j'ai une Tesla. Et donc, sur la Tesla, on a le pilote automatique déjà sur l'autoroute. Moi, je mets le pilote automatique, l'autoroute, ça trace tout seul. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très attractif. C'est pas un phénomène de mode, si, presque, mais c'est très attractif. Donc, il y a beaucoup de gens qui regardent ça. Mais projetez-vous dans 10 ans, dans 15 ans, tout le monde va en avoir. Donc ça sera complètement banalisé, et ça sera plus un phénomène de mode et ça sera plus un objet de spéculation. C'est juste pour illustrer mon propos. En 2020, je pense que 20-30% des taxis à Dubaï seront autonomes et tu n'auras plus de conducteur de taxi. Peut-être. Ils sont en train de bosser dessus. Ouais. Bon, bref. Bon. Mot de la fin en ce qui me concerne, puisque je dois dire également mon mot de la fin. Déjà, merci Olivier pour ton intervention. Tammy. Mais attention, ne le croyez pas, croyez-moi, non. Moi, j'adore Olivier, j'adore son humour, etc. Même si parfois il me fait chier, il m'emmerde. Bon, non, je rigole. Écoutez pas. Et alors, en fait, le mot de la fin pour moi, c'est vraiment qu'on est aujourd'hui à un moment charnière. Donc, les crypto-monnaies, c'est-à-dire que moi, à un certain moment, je voyais cette folie. Et donc, c'est vrai que ça me faisait peur par rapport aux victimes, parce que j'ai vu la vague option binaire, ça a coûté 5 milliards de dollars aux particuliers français. Quelle arnaque. 5 milliards d'euros. Et en fait, j'ai vu le même phénomène se reproduire avec les crypto-monnaies. C'est-à-dire que tu as vu les pubs sur Facebook, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on a eu un phénomène, c'est-à-dire les options binaires, c'était des enfants de cœur. Donc on a eu en 2017 un truc énorme. Moi, je n'avais jamais vu ça. Donc j'ai mis en garde beaucoup de particuliers par rapport justement à ce phénomène d'arnaque. D'ailleurs, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui me disaient « Tammy, on m'a fait une proposition, un rendement garanti de 20% sur les crypto-monnaies, qu'est-ce que tu en penses ?» Je leur disais « C'est une arnaque. Casse-toi, casse-toi !» Donc, notre job également, c'est de vous prévenir, c'est de vous dire « Attention, faites gaffe. » Maintenant, ne pas investir, c'est une connerie. Les cryptos, c'est un phénomène de mode. Par rapport à la bourse que tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de boîtes d'ailleurs que la SEC a, comment dirais-je, contrôlé, sanctionné, parce que justement elles utilisaient cette marque, la blockchain, le bitcoin, etc. Alors que derrière il n'y avait rien, c'était du vent. Donc il y a eu des boîtes qui ont réalisé des progressions de fou et ensuite elles se sont effondrées justement parce qu'elles ont capitalisé sur cette dimension et beaucoup de particuliers sont tombés dans le piège. Ensuite, le plus important encore une fois pour vous, c'est vraiment de vous dire, s'y intéresser, voir ce que ça donne, mettre, et moi je serai hyper précis, mettre 10%, 20%, grand maximum, quel que soit votre capital. Alors oui, ce qu'a dit Olivier, c'est intéressant, c'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous n'avez pas un gros capital et vous dites je mise la totale, c'est pas con, d'accord? Mais voilà, il faut être jeune. Pas beaucoup. Voilà, il faut être jeune, il faut avoir le temps et voilà, parce que pour certaines personnes, 2000 € c'est beaucoup. Hein. J'allais dire, mettez peut-être un salaire, 2 salaires, mais n'allez pas plus loin que ça. Bravo, c'est ça. C'est-à-dire, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais ne le faites pas n'importe comment. Attendez, patientez. Après, bon, voilà, moi si j'invite Olivier sur ma chaîne, c'est parce que je l'apprécie. Sinon, voilà, il ne serait pas sur ma chaîne. Mais pour moi, il n'y a pas de guéguerre entre immobilier, bourse, etc. C'est vraiment un truc perso. C'est l'immobilier. À vous de vous faire votre idée. À vous, bien évidemment, d'avoir une approche qui colle à votre personnalité. Et là, on va sauter, on va aller dans la piscine ou pas? Tu vas tout seul. Non, voilà. Bon, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Vous abonnez chez moi, vous abonnez chez lui et vous abonnez. D'abord chez moi, ensuite chez moi d'abord. Voilà. Écoutez pas ce qu'il dit. Vous avez bien vu, il y a que moi qui ai raison. Voilà. Juste dernière question par rapport à Dubaï. Ouais. Comment tu trouves là le temps, le climat, etc. Parce que tu viens de Suisse. Ouais, c'était quoi le temps en Suisse moins 10. Moins 10. Waouh! Non, c'est la folie furieuse. Ouais, donc c'est sympa quoi. Moi je dis à ma femme, viens, on se casse. Mais elle veut pas. Elle veut pas. Mais je reste dans le froid. Je vais essayer de la convaincre.
Ah là Madame Seban, please, venez à Dubaï. En tout cas, merci beaucoup les amis et on vous dit à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Abonnez-vous, ciao. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis. Merci, cliquez ci-dessous si vous voulez voir plus de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.